J'ai le plaisir de vous présenter le métier de vétérinaire dans l'enseignement supérieur et la recherche, avec la particularité, le métier d'enseignant-chercheur, donc qui est aujourd'hui, ça fait partie en fait d'un des métiers principaux qu'on a à l'intérieur des écoles nationales vétérinaires. Tac, et voilà. Alors, le but d'un enseignant-chercheur, c'est d'enseigner et de chercher. Alors pourquoi? C'est en fait avec le double objectif d'à la fois produire les connaissances et de transmettre ces connaissances. Et c'est vraiment quelque chose en fait qui est extrêmement complémentaire. Dans la production de connaissances, il y a des parties qui vont être de la recherche extrêmement fondamentale, mais aussi dans les écoles vétérinaires, il va y avoir aussi de la recherche en chirurgie, en soins intensifs, où on va tenter des nouvelles méthodes pour derrière avoir une amélioration des soins pour nos animaux de compagnie et autres animaux. Alors, ça va être pour ces enseignants-chercheurs des missions assez variées, donc entre l'enseignement, la recherche, mais aussi l'expertise. Pour ma part, par exemple, je suis expert à l'ANSES, où je vais agir notamment sur tout ce qui dépend de l'alimentation de nos carnivores domestiques. Notamment quand vous voyez qu'il y a des aliments dits rénaux sur le marché, l'ANSES participe à écrire et à évaluer la grille qui fait qu'un aliment a le droit de s'appeler aliment pour maladie rénale chronique, tout en vérifiant que cet aliment a une activité ou qu'en fonction de ce cahier des charges, ça a une activité. On a aussi quelquefois de l'expertise qui peut être utile, par exemple, pour l'État, quand il peut nous saisir pour diverses questions. Alors ça peut être des services comme les DDPP, donc qui sont les services vétérinaires qui nous saisissent, ou les DGCCRF. Donc voilà, donc on a un certain nombre euh, d'agences de l'État. On a aussi à des moments des entreprises. Alors ça, pour ça, il ne faut pas être soumis aux déclarations publiques d'intérêt, mais j'ai des collègues qui, n'étant pas soumises, peuvent aussi faire des expertises pour des entreprises ou à l'international. Alors pour l'aspect recherche, donc là aussi, en fait, le but, ça va être à la fois d'expérimenter, mais on va aussi avoir toute une partie de notre activité de recherche qui est en fait une activité d'enseignement. Et on va encadrer des étudiants qui se forment à la recherche. Alors ces étudiants-là, on va en avoir deux types. On va avoir les étudiants qui sont en master, donc, et qui vont faire des stages dans les unités de recherche. Et on va voir les étudiants qu'on dit doctorants, ou quelquefois, mais c'est de moins en moins utilisé, thésards. Donc ça, c'est des étudiants, je vais vous en reparler, qui préparent une thèse d'université et qui vont donc passer en fait un certain nombre de temps, souvent 3 ans dans nos laboratoires, et dans le but d'écrire à la fin une thèse d'université. Et enfin, et ça c'est le dernier point qui est extrêmement important, c'est communiquer. Notre recherche, elle est payée par souvent des subventions publiques, et donc le but, c'est derrière de communiquer et de rendre à l'État et de rendre à la communauté qui a payé ces recherches en publiant des articles. Alors là, je vous ai mis l'exemple en fait d'un article qu'on a fait. Alors un article en fait qui là a démontré donc là, c'était un article de recherche plutôt sur la toxicologie, que en fait les anticoagulants n'étaient pas très efficaces sur les campagnols quand ils étaient utilisés à certaines périodes de l'année. Et donc là, en fait, on écrit, alors c'est comme dans les revues que vous pouvez trouver, sauf que là, souvent, c'est en langue anglaise. D'où pour ceux qui étaient présents ce matin dans les voies d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires, souvent il y a une épreuve d'anglais, notamment pour ça. Tac. Alors, là j'ai une question, est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée en recherche vétérinaire? Oui, on a de plus en plus en fait d'intelligence artificielle qui est utilisée, notamment dans le diagnostic et dans l'imagerie, où de plus en plus en fait on fait des prélectures par intelligence artificielle. Euh, voilà.
Alors, est-ce qu'il faut se former sur ces nouveaux sujets? Tout doucement, oui, on est en train d'intégrer ces nouveaux sujets à la formation de nos étudiants vétérinaires. Donc oui, ça fait partie d'éléments et ça fait aussi partie d'éléments qu'on utilise de plus en plus en fait dans la recherche. Alors moi, une partie, par exemple, de ma recherche, alors je suis pas un très grand expérimentateur, je passe pas beaucoup de temps sur la paillasse, moi je passe beaucoup de temps en fait à faire alors à encadrer des étudiants et des doctorants, et aussi à faire des modèles informatiques dont certains utilisent l'intelligence artificielle. Le but, c'est aussi de ne plus faire en fait d'expérimentation animale, ce qui était fait beaucoup il y a quelques années, et en fait de remplacer ça par des modèles, et où aujourd'hui on arrive à prévoir, à prédire un certain nombre de résultats expérimentaux avec des modèles. Alors, le niveau d'anglais attendu en première année, souvent on va être. Alors, après, c'est un concours, hein, donc il faut être meilleur que les autres. Le but, c'est d'avoir le plus de points. Et souvent, ce qu'on attend, c'est un niveau à peu près B1, ou au moins d'arriver à comprendre des articles. Et notamment pour écrire la thèse d'exercice, bah, il y a un certain nombre d'articles en anglais qui sont à lire. Alors, je vous rassure quand même, hein, les articles de recherche à lire en anglais, souvent c'est de l'anglais que j'appelle un peu de l'anglais de cuisine. Voilà, même chose au niveau de la communication orale, on n'attend pas le meilleur accent. Ce qu'il faut, c'est surtout arriver à se faire comprendre et comprendre un petit peu. Alors, est-ce qu'il est possible de faire de la recherche et non de l'enseignement? Oui, il est parfaitement possible de faire que de la recherche, mais dans ce cas-là, il ne faut pas devenir maître de conférence, il faut devenir chargé de recherche, CR, et ensuite directeur de recherche, DR. Donc c'est une autre voie, mais oui, il est possible parfaitement de ne faire que de la recherche et pas de l'enseignement. Alors, par contre, pour ceux qui ont choisi d'être comme moi maître de conférence ou professeur des universités, bah, ensuite, à côté de la recherche, il y a toute la partie enseignement. Et là aussi, c'est une activité qui est assez variée. C'est-à-dire qu'on va avoir des cours magistraux. Donc, pendant 1 heure, on va présenter un sujet à des étudiants avec des amphis plus ou moins pleins. Et on va aussi devoir encadrer des travaux dirigés et des travaux pratiques. Donc là, ça va être souvent avec des groupes entre 20 à 40 étudiants sur différentes thématiques. Et quand on est en école vétérinaire, on a aussi des travaux cliniques. Alors, c'est quoi des travaux cliniques? Souvent, en fait, c'est faire des consultations cliniques. Sauf que là, on va pas être tout seul en train de faire la consultation. Là, le but, c'est que les étudiants des écoles vétérinaires soient en première ligne et que nous, en fait, on soit là, pour encadrer, assurer la sécurité, et puis derrière, leur poser des questions, vérifier ce qu'ils ont bien compris, ce qu'ils ont bien fait le diagnostic, et dans mon cadre, qui est la nutrition clinique, vérifier en fait que il y a que la prise en charge nutritionnelle est adaptée. On a aussi de la rédaction de livres. Donc, par exemple, pour ma part, j'ai écrit plusieurs livres de référence en nutrition clinique. Donc là, c'est un petit peu différent des articles de recherche qu'on publie. Là, c'est pas de la recherche, c'est plutôt en fait faire un état de l'art et dire, bah voilà, voilà la nutrition des carnivores domestiques, voilà où est-ce qu'on en est, voilà comment est-ce qu'on doit prendre en charge telle ou Hein. telle affection. Et Et de quoi? Non, je le mets attention, super fort parce que vous me parlez dans l'oreille alors que je suis en train d'écouter un truc sérieux. alors attention, Alors, vous avez. excusez-moi, il y a un micro qui est ouvert. Je l'ai déconnecté, je pense. Tu peux Merci. continuer. Voilà. Et enfin, il y a aussi l'accompagnement des étudiants. Donc, quand on est dans l'enseignement supérieur, nos étudiants, il faut leur faire cours, il faut les encadrer en TD ou en travaux cliniques, mais il faut aussi les accompagner dans leur stage pour les trouver, les accompagner aussi à des moments quand ils veulent se réorienter, quand ils ont des questionnements sur leur carrière. Donc ça, c'est aussi tout un rôle de l'enseignant-chercheur. Au niveau des expertises, donc voilà, donc on peut avoir une expertise au niveau des agences gouvernementales, donc ANSES en France, EFSA, là c'est pour l'Europe,
Public, donc vers le public, donc là des communications, de la vulgarisation, de la presse quotidienne. Pour un exemple, ça peut être, donc moi j'ai fait une expertise dernièrement, il y a eu un article qui est sorti pour 60 millions de consommateurs, et donc toute l'analyse scientifique qu'il y a derrière l'article, l'analyse des produits, on m'a demandé de le faire. Ou à des moments, c'est aussi répondre. Il y a eu il y a quelques années un article en fait dans Libération sur la place de l'animal et de l'alimentation de l'animal et de son importance pour leur santé. Et c'est aussi intervenir au niveau de la profession, donc de la profession vétérinaire. Donc ça peut passer par la création d'outils. Donc pour ma part, ça a été la création d'un logiciel qui permet d'analyser les rations, d'analyser de la croquette, mais aussi de faire de la ration ménagère, faire certaines rations qu'on appelle BARF, et aussi de faire de la formation continue. Donc là, c'est soit en publication, mais soit aussi à des moments, en fait, on fait des cours pas uniquement aux étudiants vétérinaires, mais aussi aux vétérinaires qui sont déjà sortis et qui doivent en permanence actualiser leurs connaissances. Alors, pour devenir enseignant-chercheur, qu'est-ce qu'il faut? Alors, s'il y a de la pratique clinique, il faut déjà être vétérinaire. Mais ça tombe bien parce que là, justement, le but, c'est de voir un peu comment on devient vétérinaire. Mais il faut aussi autre chose qui est le doctorat des universités, aussi abrégé PhD. Doctorat en philosophie, ça c'est un peu historique. Et donc, c'est 3 ans de recherche encadré par un chercheur senior. Donc ça, c'est un passage qui est obligatoire. En fait, c'est la formation à la recherche. Il y a aussi une autre possibilité, c'est de devenir spécialiste dans un domaine. Donc la spécialiste, donc passer par un collège européen, où là aussi c'est 3 ans. Alors c'est 3 ans où il y a de la recherche, mais où il y a aussi beaucoup, beaucoup de pratiques cliniques dans votre spécialité. Donc ça peut être comme la conférence que vous avez vue avant, être spécialiste en soins intensifs où voilà, pendant 3 ans, vous allez être aussi encadré, donc là, par un praticien senior, lui-même spécialiste, et faire de la recherche en soins intensifs, et faire de la pratique de soins intensifs pour derrière passer les examens du collège. Donc là, le doctorat des universités, lui, il va être sanctionné par l'écriture d'une thèse d'université, alors qui est un peu plus grosse que la thèse vétérinaire, parce que la thèse vétérinaire, on va la faire pendant les années d'études. Mais on va dire c'est une petite thèse, c'est une thèse d'exercice. Là, la thèse, le PhD, euh, ça va être une thèse pour présenter les 3 ans de recherche, présenter tous les articles qui ont été faits pendant ces 3 ans de recherche et qui doit être défendu devant un jury souvent international de 5 chercheurs, enfin 5 chercheurs ou plus. Donc voilà, c'est assez important. Et ensuite, si vous voulez continuer d'évoluer, vous avez un autre diplôme à passer, ce qui est l'HDR, qui est en fait l'habilitation à la direction des recherches. Alors là, c'est quand vous êtes déjà enseignant-chercheur ou chercheur, et c'est pour vous donner le droit d'encadrer des doctorats d'université. Donc voilà, donc c'est une formation voilà qui peut être assez longue. Alors comment est-ce qu'on devient ensuite enseignant-chercheur? Une fois qu'on a la thèse, il faut passer un concours qui est un concours de fonctionnaire. Alors ce concours, il est en 2 phases. Une première phase où il faut présenter, là encore, tout le travail qu'on a fait, tous les articles qu'on a eus et un petit peu notre expérience. Et ensuite, il y a un cours à faire. Alors, il y a un cours à faire. Alors, dans des situations un peu particulières, on doit le faire en 24 heures. Donc, on nous donne un sujet et on a 24 heures pour traiter le sujet et pour le présenter. Alors, souvent, c'est 24 heures pendant lesquelles on ne dort pas beaucoup. Et on arrive au moment de la présentation un petit peu livide, mais c'est justement pour voir est-ce qu'on a des bonnes capacités pédagogiques notamment, sachant qu'on peut aussi avoir dans ces examens des examens de préparer un TP ou un TD au moment de ce concours. Et une fois qu'on a le concours, on est fonctionnaire. Alors il y a une année comme tout fonctionnaire de stage, et ensuite on est titularisé fonctionnaire. Et il faut savoir que ça, c'est aussi une particularité du fonctionnaire, c'est que on a une certaine autonomie.
et notamment dans l'enseignement supérieur et la recherche, en fait, on n'est pas soumis aux mêmes obligations que le corps général des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'on a toute l'autonomie pour faire nos recherches. On ne nous demande pas, en fait, de faire des recherches dans un domaine précis. On a le droit d'aller faire des recherches ailleurs. La seule chose qu'on nous demande, par contre, c'est qu'il faut qu'on fasse de la recherche. On doit faire un certain nombre de cours, mais il faut derrière avoir quand même hop, désolé. Oui, donc on a un minimum à faire. Il faut qu'on fasse ce travail-là, mais par contre, derrière, on peut faire pas mal de choses. Donc voilà. Donc il faut être autonome parce que justement, on est en position d'encadrement, on a une certaine liberté. Il y a des personnes qui, quand ils arrivent enseignants-chercheurs, sont un peu perdus justement dû à cette autonomie. Donc il ne faut pas avoir peur de l'initiative. Il faut avoir aussi être assez bon en pédagogie, essayer de varier, surtout maintenant, on a des étudiants qui sont de plein d'horizons différents, donc voilà, il faut avoir de la pédagogie, une certaine originalité, que ce soit pour la recherche, que ce soit aussi dans l'enseignement, essayer d'aller et de trouver les éléments qui peuvent être intéressants, de repousser aussi les connaissances actuelles, et puis c'est un métier de passion. Parce que là, mais ça vous l'avez peut-être vu, hein, comme dans beaucoup de métiers vétérinaires, on travaille souvent beaucoup, beaucoup plus que le minimum légal, hein. Il arrive notamment quand on fait de la recherche, voilà, passer à des moments des nuits à l'école, ça fait partie du travail. Quand on encadre des doctorants, là aussi, bah, on a des moments où il faut travailler un peu plus. Et donc, voilà, il y a aussi, et c'est un peu le risque, mais comme dans tous les métiers de vétérinaire, c'est d'essayer de trouver un équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Voilà un petit peu pour devenir enseignant-chercheur. Alors, je vais regarder un petit peu là les questions. Donc, j'ai vu, est-il possible de devenir enseignant en école vétérinaire sans effectuer de doctorat ou de résidenat? Non, c'est pas possible. Alors, on a quelques postes qui sont des praticiens hospitaliers, des assistants, des assistants hospitaliers, qui sont des postes uniquement de consultants, mais qui n'ont pas de charge d'enseignement. Alors pourquoi? C'est aussi pour maintenir en fait ce niveau d'excellence des écoles vétérinaires, donc où on demande soit le doctorat, soit la résidenat. Il n'y a pas sinon de possibilité de postuler dans les corps d'enseignement et de recherche. C'est même en fait écrit dans le statut. Alors, si on devient fonctionnaire, est-il possible de repasser dans le privé ensuite? Voilà, une reconversion professionnelle, mais par exemple de travailler en clinique. Alors oui, il est possible de repasser dans le privé ensuite. Et il y a même une petite particularité des enseignants-chercheurs, c'est que les enseignants-chercheurs ont le droit d'avoir une activité libérale à côté. C'est-à-dire que s'ils font leurs heures d'enseignement, ils peuvent aussi travailler en clinique privée à côté. Donc ça, c'est un cumul qui est de facto autorisé pour tous les enseignants-chercheurs. Attention, ce n'est pas le cas des autres corps de fonctionnaires. Mais le but, là aussi, c'est d'avoir. Alors, pour ma part, j'en ai pas besoin parce que je peux avoir l'entièreté de mon activité clinique à l'école. Mais le but, c'est aussi d'avoir en fait des enseignants-chercheurs qui soient connectés et qui continuent d'être connectés au travail de la profession. Et après, vous pouvez, c'est pas non plus un contrat qui est à vie, mais vous pouvez aussi dire, bah voilà, vous arrêtez, vous démissionnez, ou vous mettez en disponibilité pour aller faire de l'activité privée pendant un certain temps ou définitivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on peut. Eh ben, il y a d'autres questions. Ah, voilà. Peut-on être amené à être muté? Non, ce n'est pas possible. C'est là aussi une particularité du corps des enseignants-chercheurs, c'est en fait comme on est, comment?
On a des protections qui sont équivalentes à celles des juges, c'est-à-dire que la mutation ne peut se faire qu'à notre initiative. Le but, alors il faut bien voir qu'à des moments, on travaille sur des sujets qui politiquement sont compliqués. Notamment là, quand on a travaillé sur du campagnol, il y a derrière, et on le voit aujourd'hui avec l'agriculture, c'est un sujet un peu politiquement sensible, et donc la loi et le Conseil constitutionnel nous offrent une protection, ce qui est fait en fait une protection. Déjà, on a une diminution sur nos activités de recherche de l'obligation d'obéissance qui est comment? Qui est une obligation pour l'ensemble des autres fonctions publiques. Donc nous, on a cette obligation d'obéissance, mais hors activité de recherche et d'enseignement. Et derrière, on ne peut pas être muté. Par contre, on peut demander, nous, à muter. Mais on ne peut pas nous forcer la mutation. Même chose sur l'évaluation et la progression de carrière. En fait, on est dit jugé par nos pairs. Donc, on doit écrire tous les 4 ans un dossier pour dire, voilà, tout ce que j'ai fait ces 4 dernières années et ce que je prévois de faire les 4 prochaines années. Et c'est nos pairs qui décident, voilà, c'est bien ou c'est pas bien, ou tu devrais faire mieux, et qui décident si on peut évoluer ou pas. Est-ce que les vétérinaires dans la recherche sont aussi recherchés que les vétérinaires ruraux? Alors, il me semble que j'ai déjà eu cette question. Oui, de toute façon, le vétérinaire est recherché de façon générale. Donc oui, les vétérinaires sont recherchés dans la recherche et en vétérinaires ruraux, mais aussi en vétérinaires de ville. Pour le moment, on recherche plein de vétérinaires. Et on recherche aussi des vétérinaires dans l'industrie. Est-ce que ça nécessite d'avoir pratiqué avant en libéral? Alors, je vais avoir une réponse un peu de normand, oui et non. C'est bien d'avoir pratiqué en libéral. Après, ça dépend des matières. Par exemple, en nutrition clinique, il n'y a quasiment pas de pratique libérale. Tout doucement, ça commence à se lancer, mais il y en a très peu. Mais dans d'autres éléments, notamment si vous êtes plutôt enseignant sur de la pratique générale, c'est bien quand même d'avoir une pratique libérale, d'avoir eu une pratique libérale, mais ce n'est pas une obligation. Et on a aussi certains, notamment de nos résidents, qui ont une pratique libérale pendant leur formation, en plus de la pratique clinique qu'ils ont à côté. Tac, tac. Quels sont les avantages selon vous d'être enseignant-chercheur? Alors, le principal avantage, c'est qu'on a un métier qui est extrêmement varié. C'est qu'on se lève le matin, souvent on ne sait pas ce qu'on va faire et on ne fait pas 2 jours de suite la même chose. Voilà, intellectuellement, c'est extrêmement plaisant parce qu'on a des questions qui arrivent quasiment toutes les semaines. Tiens, là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Comment? Là, quelle est votre opinion sur ci, sur ça? C'est aussi un métier, si vous aimez lire, si vous aimez faire des synthèses, voilà, ça c'est le but notamment du cours, c'est d'aller, voilà, c'est de faire des synthèses. Et c'est aussi de pouvoir à des moments, et ça c'est une énorme liberté pour avoir travaillé dans le privé avant, c'est que quand on a une idée, quand on veut faire une recherche, alors il faut aller chercher des sous, mais en fait on peut le faire. Et on n'est pas bloqué, on a la liberté de le faire. Et on dit, voilà, on a une obligation de faire de la recherche, mais par contre, à partir du moment où on veut faire quelque chose, où on veut faire de la recherche, on peut le faire. Et on n'a pas quelqu'un derrière pour nous dire, ah non, ça, tu devrais pas le faire. Non, non, on y va. Alors, bien sûr, si on a les comités d'éthique, mais on n'a pas de limite sur nos sujets et sur nos idées de recherche. Quel est le salaire moyen d'un enseignant-chercheur et n'avez pas, vous, des sujets trop monotones? Alors non, on n'a pas du tout des sujets trop monotones. Et si à un moment vous trouvez que c'est monotone, allez à la direction, comme je le fais. Donc là, ça donne du travail administratif, mais ça donne, voilà, ça change encore plus dans les journées. Et le salaire, alors aujourd'hui, il est maintenu. Alors, faut savoir en France, les salaires des enseignants-chercheurs sont beaucoup plus bas, notamment par rapport aux autres pays. Donc, à savoir, on a 10 ans d'études et aujourd'hui, il y a un minimum de salaire qui est fixé à 2 fois le SMIC. Et sinon, en moyenne, de mon souvenir, ils doivent être à peu près à 3 000 € net, le salaire moyen d'un enseignant-chercheur en France.
Voilà, donc c'est quoi voilà, la fourchette? Donc ça va de 3 000 euros net, enfin ça va de 2 fois le SMIC minimum et le maximum en fin, mais toute fin de carrière, ça doit être dans les 5 000 euros. Mais pour 5 000 euros si vous êtes passé professeur classe exceptionnelle. Donc vous avez eu vraiment une belle carrière. Tac, tac. Alors, hop, j'essaie de remonter. Euh, Tac. Donc ça, c'est bon. Est-ce que le concours avec le BTS Anabiotech nous incite à faire de la recherche? Alors, ça va vous permettre, notamment avec le BTS, euh, alors, j'ai pas bien compris là votre question. Est-ce que le concours, en fait, comme en BTS Anabiotech, vous faites de la recherche, alors notamment vous faites de la paillasse, ça peut être une bonne formation pour derrière faire de la recherche, sachant quand même que très rapidement, quand vous devenez chercheur, vous faites de moins en moins de paillasse. Donc vous faites de moins en moins d'expérimentation et vous faites de plus en plus d'encadrement d'étudiants qui font des expérimentations. En quoi consiste le vétérinaire dans l'industrie? Alors là, ça peut être plein de choses. Moi, j'ai été vétérinaire en affaires réglementaires. Donc, mon rôle, c'était de faire, en fait, de d'écrire des dossiers d'AMM pour du médicament vétérinaire. Et notamment d'écrire à partir de tous les résultats de recherche pour avoir une autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires. Euh, alors oui, enseignant-chercheur, c'est un métier vétérinaire à part entière que vous pouvez présenter aux entretiens des concours vétérinaires. C'est parfaitement possible. Tac, tac. Euh, Alors oui, il y a des investisseurs qui payent les recherches et il y a aussi l'État qui paye les recherches. Donc ça dépend des thématiques. Donc en fait, on a des agences, notamment l'Agence nationale de la recherche et l'ERC, le Conseil européen de la recherche, qui donnent des sous à la recherche. Et donc il faut en fait écrire des dossiers en disant, bah voilà, j'ai une super idée, j'ai tel projet, j'aurais besoin de tant d'argent. Il faut savoir que la recherche, ça coûte extrêmement cher. On a des machines à plusieurs centaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs millions d'euros. Donc en fait, on écrit un programme et on dit, bah voilà, pour faire ce programme de recherche, j'ai besoin de 500 000 euros, 1 million d'euros. Et derrière, il y a une évaluation qui est faite et on vous donne ou pas cet argent. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est d'avoir des accords en fait avec du privé. Et donc là, c'est notamment via des thèses qu'on appelle des thèses CIFRE, où on va faire de la recherche pour du privé. Et puis, il y a une autre facette, alors qui est plutôt celle que je préfère, qui est faire de l'expertise. C'est-à-dire que quand, par exemple, je fais de l'expertise, je ne me fais pas payer moi. Aussi pour des questions de lien d'intérêt, mais en fait, je fais rémunérer mon unité de recherche. Et donc, tout l'argent que je touche en expertise, ça va à mon unité de recherche et ça permet derrière à payer de la recherche. Alors, peut-on travailler en clinique et faire de la recherche en parallèle? Oui, c'est une possibilité, notamment dans les grands centres hospitalo-vétérinaires. Quand vous devenez quand vous devenez spécialiste, vous pouvez faire de ce qu'on appelle de la recherche clinique. Et puis en école vétérinaire, là, vous pouvez faire à la fois de la clinique et aussi de la recherche en laboratoire à côté. D'ailleurs, ça fait partie des avantages du métier, et ça fait aussi partie du fait que ce soit un métier qui soit extrêmement varié. Il y a d'autres questions? Une question sur ta thèse, Sébastien. Alors moi j'ai fait une thèse en toxicologie et j'ai étudié pourquoi les femelles étaient moins sensibles aux anticoagulants que les mâles. Voilà, qui était un grand sujet de recherche et en fait qui est dans plein d'espèces. Les mâles et les femelles en fait n'ont pas la même sensibilité aux anticoagulants et mon but ça a été de découvrir pourquoi, à quel mécanisme c'était dû.
Voilà. Et puis, plus récemment, j'ai passé mon habilitation à la direction des recherches et qui, là, s'est porté en fait sur la réponse aux attentes sociétales en nutrition vétérinaire, avec notamment des études sur les populations de chiens et de chats en France et aussi des études. Alors, j'ai fait pas mal d'études aussi en animaux de zoo. Alors, la problématique est pas vraiment de trouver des nouveaux sujets de recherche, c'est plutôt de prioriser. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est voilà. Parce que bah, on a souvent ce qui manque, c'est le temps, quelquefois un peu l'argent, mais c'est surtout le temps. Et comment on fait? Bah voilà, on discute, on regarde ce qui est porteur, on regarde ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment enseignant-chercheur, c'est une profession qui est beaucoup, alors qui est de passion et qui est beaucoup, beaucoup basée sur l'envie. C'est vers quoi vous voulez aller. Alors, est-ce qu'on doit fournir beaucoup de travail personnel? Oui, oui. C'est-à-dire, je rentre chez moi le soir, j'ai ma tablette, je lis des articles. Je lis des articles de recherche. Il faut, à des moments, par exemple, je prépare aussi des journal club parce que j'ai formé pas mal de nutritionnistes en France. Et donc, bah, une fois toutes les 2 semaines, on se retrouve en Teams et je fais une présentation sur tel ou tel sujet en nutrition vétérinaire. Il faut aussi bah, corriger les copies des étudiants. Voilà, il y a plein d'autres petits travaux. Il y a aussi les thèses des étudiants qu'il faut corriger, qui arrivent pas toujours dans des heures comment intéressantes. Alors, est-ce qu'il faut obligatoirement être vétérinaire pour être enseignant-chercheur en école vétérinaire? Non, pas obligatoirement. On a aussi des pharmaciens et on a aussi certaines matières qui ne sont pas nécessairement faites par des vétérinaires, notamment la statistique. La statistique, et puis on a d'autres matières, par exemple l'immunologie, où c'est pas obligatoirement obligatoire d'être vétérinaire, mais par contre, si vous n'êtes pas vétérinaire, vous n'avez pas le droit de pratiquer la médecine vétérinaire. Et donc, vous ne pouvez pas avoir la partie clinique.